Alors, on est à Banyuls, déjà, on va commencer là, au domaine de la rectorie. Donc, vous avez 3 personnages fabuleux du département. Toi, t'as bu. Deux photographes, officiellement, mais ils ont plusieurs vies. Et Jean L'Héritier, déjà connu, puisque c'est un thème récurrent de l'archipel contre-attaque, du coup, ça nettoie tout. Puisqu'il est récurrent, qui est économiste, mais connu bien sûr comme président international de Slow Food. Il est à Slow Food ce que Jacques Lang est à la culture. Voilà, alors pourquoi je vous ai réunis tous les 3? Parce qu'ils se demandent encore, pour manger gratos évidemment, hein, voilà, et boire des bonnes choses. Non, merci notre hôte. Voilà, et alors attends, il y a... Comme ça je vais le récupérer. Donc on est chez Pierre Parcé au domaine de la rectorie. Pierre Parcé qui était photographe devenu vignon, redevenu photographe, qui expose en ce moment au château de Collioure. Alors de quand on fait la promo On va donner la date de fermeture, c'est pas la peine de donner la date d'ouverture, c'était le 8 décembre, vers le 13 mars. 13 mars. Oui, c'est quasiment 3 mois. Ouais, c'est pour ça que c'est pas comme à Paris. Voilà, c'est pour ça que c'était motivant de travailler pour les 2 étages du château de Collioure pendant 3 mois. Ça permettait de faire un travail qui, dans le temps, Ça représente, c'est quoi? C'est ton travail de l'année? Non. Ça partait d'un projet qui était d'accompagner un débat autour du paysage qui a eu lieu en décembre à Collioure. Alors il y avait une question, c'était le CAUE du département, le directeur du CAUE du département s'appelle Stéphane Vallière, qui organisait un débat sur le paysage qui se passait donc à Collioure. Le projet était d'accompagner un peu dans le temps cette journée, enfin il y avait 2 journées en fait, parce qu'il y avait une journée ensuite un peu de périple dans le paysage, de le faire un peu se prolonger dans le temps par une exposition qui devait avoir lieu à Collioure, je crois que ça s'appelle la Capitainerie, enfin un espace qui est en rénovation. Bon, il se trouve que le lieu de la rénovation ne pouvait pas être achevé à ce moment-là. Donc on a demandé si, parce que le conseil général s'occupe du château de Collioure, si c'était possible d'exposer au château de Collioure. Et là, au château de Collioure, c'est Laurent Coy nous a dit, mais en fait, c'est possible d'avoir les 2 étages et jusqu'au 13 mars. Il y a combien de photos? Alors c'est ça, au départ, ça commençait beaucoup plus petit. C'était un espace beaucoup plus réduit. La Capitainerie, c'est une petite salle. Voilà, c'est petit. Dans le vieux Collioure, voilà, c'est tout petit. Mais c'est un endroit où... Très passant. Très passant. Bon, là c'était différent, mais du coup c'était plus important. Sauf que moi je me suis dit quand même, 3 mois ça vaut le coup de travailler sur un projet un peu différent. C'était quand le moment où tu t'es dit ça? Mais ça c'était genre début novembre, quelque chose comme ça. Même, c'était très tard. Ah, c'était très tard. Par rapport à l'échéance. Ah ouais, c'était tard. Donc je me suis dit, il reste un peu de temps, mais c'est réalisable, sauf que là il faut plus de photos. Plus de photos, et puis, alors moi j'avais exposé au château de Collioure vers 2015 par là, donc j'avais gardé mon carnet avec toutes les salles et tout le plan des salles. Je savais que j'avais besoin pour traiter là, donc parce que on devait être dans le sujet. Le sujet c'était le paysage, et le paysage sur le terroir là, les 4 communes, Cerbère, Banyuls, Port-de-Collioure. Et donc j'avais besoin de 75 photos. Et je voulais 75 photos qui soient assez intemporelles. Je voulais pas de carte postale, surtout pas de carte postale. Je voulais qu'on fasse un voyage en même temps dans le temps, dans l'espace. Et je voulais terminer par les archives de mon grand-père, puisque lui, il a beaucoup photographié. C'est lui qui m'a motivé à photographier. Donc j'avais des photos de ces paysages-là, de 1924 à 48. Après, voilà. Donc je voulais que tout ça marche ensemble. Voilà. Donc ça, c'est parti de là. Est-ce qu'il y a la photo de ta grand-mère? Alors Thérèse, comme elle fait pas partie. Elle fait partie du non, paysage, mais pas le paysage. comme je l'ai déjà beaucoup montré cette photo, j'ai pas remis cette photo. Ah oui. Elle ressemble à ma grand-mère. Ah oui. C'est là que vous découvrez que vous êtes frères, en fait. Non. Ou au moins cousin.
Mais c'est ça qui est extraordinaire. Mais- C'est le personnage. Ma grand-mère s'appelait la Charmante. D'accord. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. La Charmante, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vivait dans un village Ouais. où c'était plus que arriéré. Ouais. Et c'était, si tu mangeais un tout petit peu de foin du mec d'à côté, il y avait un scandale. Ouais. Donc, tu vois, c'était chacun chez soi. Ouais. Et c'était des femmes courageuses. Oui, oui, parce que là, la photo de notre arrière-grand-mère, quand on fait un peu des relectures des grandes problématiques du moment, les épreuves par lesquelles on passe, etc. Bon, imagine qu'elle était née en 70, on lui a forcément parlé de la guerre de 70, enfin 1870, j'entends. Elle a perdu, notre arrière-grand-père, son mari, elle a perdu son mari en 1913. Donc elle était toute seule. Avant la guerre. Avant la guerre. Ouais. Donc elle était toute seule avec un enfant, puisque notre grand-père était fils unique. Léon. Bon, Léon, il était en prépa polytechnique, mais il est parti faire la guerre en 14. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé toute seule, et son fils unique, il est parti faire la guerre. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, pendant des hommes, c'était les femmes et les personnes âgées qui s'occupaient des vignes. Alors, avant ça, avec le phylloxéra, ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu et tout repensé à tout ça. Et tout replanté. Donc ils ont. Il faut replanter dans les endroits où ils les plantaient. Voilà. C'est-à-dire dur. Voilà. Et puis donc alors en 13 elle perd son mari, en 14 son fils part faire la guerre, tu vois. Bon. Il est revenu. Et après, il est revenu, mais lui après il a terminé son parcours d'ingénieur, donc il est pas revenu s'occuper des vignes. Et donc elle s'est retrouvée, elle était toute seule. Et donc c'est des vies quand même. Alors après, Seconde Guerre, parce qu'elle a vécu 99 ans, donc Seconde Guerre. Voilà. Et vie continue. Mais il n'y a pas eu d'homme pendant combien 50 ans? Tu veux dire entre le moment où vous êtes revenu. Ah, quand. Dans le domaine. Elle est morte, elle a vécu 99 ans, donc elle est morte en 69. Et donc, il y avait, ici, on dit le Moussaigne, c'est le contremaître, qui s'occupait d'une petite équipe. C'est l'abréviation de Monseigneur. Ouais. Monseigneur. Moussaigne. Voilà. Ouais, mais Moussaigne, ah oui. Moussaigne et Moussaigne, ça vient de Monseigneur. Et donc, elle a, ce qui s'est fait dans beaucoup de familles ici, adhéré aux coopératives entre deux guerres, parce que les copés de Valence, c'est entre deux guerres. Donc, les raisins allaient en copé, et Joseph, il s'appelait, qui était un républicain espagnol. Alors, c'est grandiose, parce que elle, catholique pratiquante, disant son chapelet tous les jours, lui, républicain espagnol, ils ont travaillé ensemble, jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Et voilà, lui s'occupait de cette équipe, il amenait les raisins à la copée, et quand on était enfant, le monde du vin qu'on connaissait, c'était le monde de la copée. Et lui, il était marié avec des enfants, vous connaissiez? Il n'avait pas d'enfant, lui. Il était marié, mais il n'avait pas d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant. Ouais. Vous le connaissiez? Oui, bien sûr. Et Joseph habitait la maison où habite Thierry, où se trouve la cave du domaine à Georges. Voilà. Alors, on va rebondir sur le sujet de l'exposition. Alors c'est important, donc comme ça me permettra de présenter les deux, j'allais dire asticots, mais avec une tendresse pour le poisson, pour l'hameçon. À côté, j'ai Pierre Pérouse. C'est la première fois que je l'interviewe depuis tout le temps qu'on se connaît, donc rien que pour ça, on peut faire un vœu. 20 ans. 20 ans. Toi, ça suffit. Non, mais il y a des débats dans la voiture que vous le savez. Pierre Pérouse, groupe de la Pyramide. Donc, il a été président des photographes de France avant. UPC, ça s'appelait UPC à ce moment-là. Non, l'ANPPM. Ah oui, c'était avant. ANPPM avant. Donc, je n'étais pas président de l'ANPPM, je crois que j'étais président peut-être une fois à l'ANPPM, j'étais vice-président, mais... c'est toi qui as négocié le droit d'auteur pour les photographes. Non. On est plusieurs, parce que ça a duré des années pour pouvoir avancer. Ah oui, ils ont passé des tout de suite. Ah non, ils ont passé des tout de suite. Non, l'organisation professionnelle dont on s'occupait, il y avait des gens comme Roger Pic, il y avait des gens comme Christian Chamourat, il y avait Jean-Claude Devoche, il y avait plein de photographes qui travaillaient dans la publicité. Hein, c'était pas uniquement des photographes, des reporters, il y avait la publicité, parce que c'est pareil, il y avait des gens qui étaient
qui avaient des magasins, il y avait des gens qui avaient des studios, il y avait des gens qui travaillaient dans la presse, donc c'était En différent. gros, c'est toute la filière. Donc on a essayé de regrouper toutes ces organisations ça s'est appelé l'UPC, et ensuite, maintenant ça s'appelle UPP. Bon, Je ne sais pas pourquoi ils ont changé, mais c'est enfin, c'est il faut pareil. toujours changer, il y a toujours Mise à jour. une mise à jour. Professionnel. Voilà. Photographe Oui, professionnel. oui. Professionnel. Si je passais de créatif à professionnel. Voilà. Et donc, c'était pendant des années, jusqu'en 85, où la loi sur les droits d'auteur a été promulguée par M. Lang, qui a été vraiment un bon. Là, c'était un bon, et il a fait un boulot fantastique. Et je me souviens, j'étais à l'Assemblée nationale avec M. Tournier, qui était à la SACEM, qui me disait: mais qu'est-ce que vous avez fait à M. Lang pour qu'il vous aide comme ça? Et donc on a réussi à passer à faire un truc formidable. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez fait? On ne l'a pas lâché. On ne l'a pas lâché. Ah On l'a oui, pas oui, lâché. oui, c'était. On était tenace. Ah oui. Et donc on a réussi à faire une loi sur le droit d'auteur, qui change maintenant, parce que je crois qu'avec l'Europe ça bouge. Et donc, avant que ça bouge maintenant, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se passent en ce moment sur les droits d'auteur avec tous les pays du monde, mais on avait aussi on avait essayé de fonder un groupe qui s'appelait le groupe de la pyramide, qui était une organisation professionnelle de toutes les organisations professionnelles européennes. Et donc ça a été fondé, et là le ministère de la Culture m'avait prêté les premiers jours de la pyramide du Louvre. On avait pu faire les rencontres dans le sous-sol de la pyramide du Louvre. On était les premiers. Là où il y a la tombe de Marie-Madeleine selon le Da Vinci Code. Da Vinci Code, voilà. Et donc on a fait ça, on avait rassemblé tous les photographes, tous les responsables. Vous avez précédé Macron même. Ah oui, oui. D'ailleurs, j'étais très touché parce que moi, j'aime beaucoup Macron. Et toc. Ça, c'est pas un point commun, mais bon. Et donc, j'ai trouvé que le lieu était symbolique pour qu'on puisse rassembler toutes les organisations professionnelles. Et donc, on avait les helléniques. Et d'ailleurs, je trouve que C'est en quelle année précisément? 95, je crois. D'accord. Je me souviens plus. Je suis bien vieux. Oui, bah, t'as que 20 ans, alors, Ah oui, j'ai évidemment. 20 ans. Et donc là, en plus, on avait fait un gros vraiment important. Et la loi sur les droits d'auteur européens ont pu être promulguées pour tous les pays européens, avec pour la meilleure façon de faire, c'est-à-dire que les Allemands avaient 70 ans après la mort de l'artiste. Donc on a amené le droit d'auteur jusqu'à 70 ans après la mort de l'artiste. Pour tous les autres pays? Pour tous les pays. Tous les pays européens. Donc c'est vraiment la défense de la culture pour le. Parce qu'il faut penser en arrière-plan que par exemple aux États-Unis, ce qui se multiplie via la mondialisation, c'est le copyright. Mais ça a toujours existé le copyright aux États-Unis, puisque tu sais que Ils sont fait arnaquer très tôt, tu veux dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire entre le copyright et le droit Le d'auteur? problème, c'est que c'est lui qui finance qui est propriétaire. Ah d'accord. Et que c'est la Ouais, c'est pas différence. tout pareil. C'est pas pareil. Pas du tout pareil. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, certains maintenant, vous avez remarqué que dernièrement, il y a un artiste qui vient de vendre ses droits d'auteur de musique Oui. à Netflix Oui, pour oui. 200 millions de dollars. Incroyable. Hein, Ouais. et qui a fait tous les Il a juste les vendu Beatles ses ont droits fait d'auteur. pareil. Hein, donc, c'est assez étonnant. Hein. Mais donc, Ça c'est la logique du copyright, c'est pas la logique des c'est droits la d'auteur. logique- non, mais eux là, ils ont des droits d'auteur. ils ont vendu le copyright. Ah d'accord. Ils ont- oui. à Netflix, c'est le copyright. Parce qu'ils ont toujours le droit d'auteur. Parce que les droits d'auteur, on peut pas les vendre. On ne peut pas le vendre. Voilà. Il est pas cessible, comme dirait l'autre. C'est intéressant. Ouais, c'est deux conceptions C'est une conception de la différente. propriété intellectuelle, c'est complètement Ah, différent. Et donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc là, maintenant, ça change parce qu'il y a des nouveaux arrivants avec des droits, disons, nationaux qui changent en chaque fois. Donc, comme le problème de l'Europe est difficile à gérer
parce que chaque pays est indépendant. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans l'Europe, en France, je crois que les gens ne savent pas ce que c'est que l'Europe. Parce qu'en d'abord, ils veulent pas, personne ne veut en parler, parce que c'est tellement compliqué, mais en même temps c'est simple. Quand vous vous rassemblez, vous êtes 3 dans une pièce, chacun a sa personnalité, chacun veut garder un peu sa personnalité. Ben, l'Europe, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'on est à 27 maintenant. Je devrais filmer 27 personnes, vous imaginez la cacophonie. Non, mais le problème, il est que c'est bien que chacun soit identique. C'est la quantité de gens, disons, personnels, qui ont une certaine personnalité, qui apportent la personnalité à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu diffuses la connaissance à d'autres. Alors, en théorie, oui, mais en réalité, c'est pas le cas. Ils font du commerce plus qu'ils font de la mais photographie. c'est comme ça qu'on commence, petit à petit. Ah ouais, mais ça fait combien de temps Mais c'est rien par rapport. Tu sais qu'il y a des siècles quand même. Je crois que c'est quel est cet empereur qui avait résolu d'être. Il était. Le Chine. Non, pas l'empereur de Chine, mais en Europe. Charles Quint. Ouais. Sauf la France, hein, je rappelle. Ouais, mais il l'avait par des bouts. Non, on avait viré les Anglais de Guyane, les Anglais pour lesquels je n'ai rien. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde apporte sa connaissance. Oui, dans l'absolu, oui. Et d'ailleurs, il y a une chose que je regrette totalement, c'est qu'avant, les gens devaient tous parler leur langue. Oui. Et maintenant, on parle tous anglais. Tu parles anglais, toi? Non, je parle pas anglais. Enfin, je parle anglais, mais je ne veux jamais parler anglais quand je suis en réunion européenne. Parce que le fait même d'être en Europe, c'est que chacun parlait sa langue. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est un peu compliqué. Mais non, mais tu as des interprètes. Oui. Tu fais travailler des gens et qui traduisent. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est en théorie, maintenant, c'est l'anglais. Mais non, tu sais combien il y a. Je crois qu'il y a 1000 mecs. Oui, il y a 1000 personnes à Bruxelles pour faire les traductions. Non, il y a un immeuble au Luxembourg avec 1700 interprètes. Bah voilà. En plus des traducteurs, 1700 traducteurs, en plus des interprètes qui sont au Parlement de Strasbourg et à Bruxelles. Alors, mais là, il y a uniquement une tour d'interprète. Oui, non, mais c'est les mêmes. C'est la tour de Babel. C'est les mêmes qui bougent sans arrêt, parce que ce qui est extraordinaire, c'est ça. C'est que ça fait développer l'intelligence des gens de pouvoir avoir des rapports. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Non, mais vous êtes tous des vieux bourgeois, je vous parle même pas, je suis souverainiste. Mais non, mais attends, mais toi, tu fais une interview en tant que journaliste ou tu viens pour. Tu utilises Oui, d'abord, j'aimerais bien. Est-ce que tu as envie de donner ton opinion? Dis-nous ton opinion, toi. Tu n'as pas aucune opinion à donner, le journaliste. J'ai pas d'opinion à donner là-dessus, puisque vous avez détourné le sujet. Voilà pourquoi. Tu aurais dû dire le sujet. Il a dit, hey Macron, il a enchaîné vive l'Europe de Milan. Non, c'est pas ça le sujet. On parle photographie, les gars, on parle paysage, on parle aménagement du territoire. Mais c'est pareil, la photographie, c'est extraordinaire. Attends, tu vois, on fait des photos dans l'espace et on fait des photos dans la Terre. C'est ça qui est extraordinaire. La photographie, tu vas voir qu'il va mais la photographie, c'est une chose la plus fantastique qui existe au monde. C'est extraordinaire. Puisque maintenant, la pharmacie, la médecine, mais est-ce que c'est pas dépassé par la vidéo, les hologrammes? Mais ça vient de la photographie. Mais ça vient de la photographie. Parce que tu es un homme lettré, que tu peux intervenir comme tu veux. Tu vas peut-être recentrer le débat sur la photographie. Ah mais je sais pas pourquoi je suis là de toute façon, pour le moment encore. Mais en quoi c'est important de toujours photographier? Ah oui, comme chauffeur peut-être. Alors aussi. D'accord. En quoi c'est important? En quoi c'est important de photographier? C'est important encore de photographier et de faire revenir. Par exemple, c'est important que tu ressentes ton travail ancien. Lui, il s'attend qu'il le fasse. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça nous dit encore maintenant? Il y a tout en ce moment. On parle beaucoup. Je sais pas si je réponds à ta question. On parle beaucoup de la fondation Albert Kahn en ce moment. Ça, par exemple, c'est l'exemple. Ouais, alors, on en parle beaucoup. Non mais Albert Kahn, tu connais l'histoire de Albert Kahn.
hein, qu'on appelle ça des autochromes. Il a fait photographier Dans le monde entier. dans le monde entier pendant combien Ah oui, j'ai le bouquin. Oui. 50 ans, à peu près. C'est la crise de 29, je crois, qu'il a ruiné. Ouais. Et donc on a toutes ces autochromes ont été restaurés. Et cette collection. L'Institut Jean-Luc Vigo a sorti un truc là-dessus. Et donc voilà l'importance de la photographie dans sa dimension documentaire, parce que c'est des images qui sont des images. Enfin, tu connais un peu je sais pas, moi je me répète un peu souvent, mais je cite souvent Brassailles qui montre bien comment l'importance de la dimension documentaire de la photo, tu vois. Et ben là, ça en fait vraiment la démonstration, c'est-à-dire que on a des images, donc alors des images absolument on retouchait pas les autochromes, c'est bon, hein. Et donc ça va, non, les autochromes non, la retouche existait, mais dans cette démarche photographique spécifique aux photographes qui ont travaillé pour Albert Kahn, c'était des images qu'on peut pas suspecter d'avoir été bricolées d'aucune façon. Il y avait les ferricyanures de potasse. Non, c'est venu après ça. C'est venu après. Enfin, c'est venu après. Encore qu'on pourrait analyser un peu le ferricyanure, ça se travaillait un peu sur des petites zones comme ça. Voilà. Tu sais. Pour la photo, moi c'était pas pour la photo. Non, c'était pour ta belle-mère. Non, ferricyanure de peut-être. Mais là, par contre, voilà, ça fait bien la démonstration de l'importance. Alors, non, mais là, je vais vous dire, écoutez, moi je suis photographe, en plus, là j'ai un Leica qui vous filme. Pourquoi il faut en faire faire un truc chinois dégueulasse. Non, mais c'est Huawei c'est Leica qui fait la. Huawei, c'est un chien. L'objectif est signé. L'objectif est Leica. Bon, commencez pas à me lourder. L'idée, c'est pourquoi faire des photographes encore? J'avais une discussion. Faire des photographes avec ou des Thierry photographies Grillet qui dit, la photographie, c'est fini. Qui dit ça? Thierry Grillet. Alors, il faut participer à un débat avec lui. Mais oui, mais pourquoi ces articles dans l'Indépendance sont entourés de photographies? Allô, Thierry. Parce qu'il n'arrive pas avec la plume de signifier ce qu'il veut dire. Non, mais quand il fait son article, il y a au moins 5 C'est photos. ça qui est extraordinaire. Pas la moitié de l'espace de la page. En plus, une image, quand tu as une image. À quoi ça sert de former les spécialistes de la photo? Qu'est-ce que vous avez de supérieur à moi? Bon, de mon point de vue, rien, mais. D'abord, il faut avoir du talent. Petit comme tu es, c'est pas difficile. D'abord, il faut avoir du talent. Il faut savoir voir. Ouais. Savoir voir. Et tu sais que c'est pas si évident que ça de savoir voir. S'émouvoir de regarde la jolie lumière qu'il y a dans les feuilles de néflier, là, tout ça. Toi, tu as choisi un fond de radiateur derrière, alors que tu aurais pu faire un truc vers l'extérieur. Et voilà. C'est ça le talent, mon vieux. Et il est quand même. C'est preuve de manisme intellectuel. Il est quand même. Mais non, mais il existe des très très belles pages. Je sais pas, on pourrait parler. Bon, on peut parler de Brassailles, on pourrait, Walter Benjamin, il a Bayous, il a écrit des très belles pages sur la le photo. suicidé de Portbou. Non, mais avant ça, donc je pense qu'il y a longtemps, depuis bien longtemps, on s'est intéressé à cette discipline. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'usage très répandu des smartphones, ça pourrait inciter plus de personnes à prendre conscience du fait que, quel que soit le support, l'acte de photographier n'est pas un acte anodin. Voilà. C'est fou d'ailleurs, avec ces téléphones, le nombre de gens qui photographient. C'est extraordinaire. Et en plus, ils font des super documents. Parce que maintenant, la technique, elle est tellement au point que tu arrives à faire des contre-jours fantastiques. Ouais. Sans forcer. Sans forcer. Tu passes au soleil. Tu mets la puce sur l'écran, c'est formidable. C'est le seul élément qui est, je pense, à prendre en compte. Enfin, le débat qui nécessite d'être entretenu, je reviens un peu, c'est le geste photographique, c'est-à-dire l'acte photographique, c'est comme un peu un combat contre le temps qui passe, et que donc ça, c'est pas quelque chose de superficiel. Donc quel que soit le support, on doit prendre ça en compte. Arrêtez le temps. Et donc, alors après, il existe des tas de choses, des logiciels, des trucs, des bricolages, etc. Mais la réflexion photographique, ou le fait de dire on garde un instant comme ça dans cette machine, soit une grosse sample photographique à 25 ou des trucs comme ça, c'est le même geste. Donc, il faut bien il y a une part de responsabilité là-dedans. Tu sais, j'étais en train de penser, t'écoutant, que cette idée d'arrêter le temps sur l'image par la photo,
elle commence à être un petit peu diluée parce que sur ces appareils, les iPhones, je ne sais pas si sur les autres c'est comme ça, quand tu prends la photo et quand tu la re-regardes, il y a une demi-seconde ça qui bouge avant que l'image se oui. fige. Oui. Ce qui veut dire qu'il crée une espèce de mixité ou d'hybride entre le film et l'image. Non, mais il choisit, c'est-à-dire qu'il fait une série de photos. Non. Quand tu fais une photo avec un iPhone, et que tu il la regardes. y a deux choses, il y a deux éléments. Ouais. Il y a premier élément, un élément, c'est la pure technique, c'est une sorte de retard à l'allumage. Non, mais c'est voulu, cette espèce de Tu crois demi-seconde. pas forcément. Ah, mais bien sûr, Oui. c'est voulu. Oui. Sur les iPhones, quand tu regardes la photo, pas toutes, je sais pas pourquoi, peut-être, tu sais pourquoi? il y a un quart de seconde où elle bouge, où c'est un morceau de C'est film. qu'autrefois, quand tu te promenais, avant que n'existent toutes ces machines, quand tu faisais le touriste, tu te promenais, etc., et que tu voulais garder un souvenir devant tel ou tel monument, c'était typique ça, les personnes te proposaient de te prendre en photo avec ton épouse devant le célèbre monument. Oui. La pyramide, devant la pyramide. Alors, et ce qui était terrible, c'était que le passant auquel tu prêtais ton appareil pour qu'il te prenne en photo, il n'y avait pas de, qu'on appelle ça aujourd'hui, ce machin, je ne sais pas comment on appelle ça, le truc que les gens se prennent en photo. C'est un strombotique. Un selfie. Selfie, ça existe. Ah Donc, oui, donc tu voilà. prêtais ton appareil à la personne. Et la personne, c'était un geste typique, quand les gens déclenchaient, ils déclenchaient en faisant un geste très brusque. Tu vois, c'était une façon de faire. Il était pressé Les gens, d'arrêter. non, c'est pas ça. Les gens pensaient que quand on appuyait sur le bouton de l'appareil, il fallait appuyer brusquement. Bon, ils appuyaient brusquement, donc ils faisaient des photos floues. Alors, Il coupait les mecs. alors c'était flou, quoi. Donc il est probable que le fabricant de ces trucs-là se soit dit, pour éviter ça, le type appuie en bougeant, et il se passe peut-être un quart de seconde, une demi-seconde, donc et donc la photo qui est prise après, elle est nette, parce qu'à ce moment-là, il bougeait plus. Ah, c'est possible. C'est peut-être ça. Enfin, c'est une supposition. Mais moi, c'est son côté poétique. Moi, c'est sur mon dernier modèle, sur les deux précédents, ça n'existe pas. C'est toujours pareil, ça? Oui, non, mais là, c'est là. Ça, C'est aussi un retard, là? Oui, moi, la même chose. Ah bon? mais toi, tu as un iPhone? Oui, j'ai un iPhone. Il y a Le une... bourgeois, bien Alors, sûr qu'ils ont des iPhones. ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que moi je n'utilise pas de smartphone, mais j'ai des trucs numériques quand même. Quand je photographie avec des trucs numériques, je ne photographie pas, je ne déclenche pas par rapport à ce que je vois sur l'écran. Parce que l'image, elle se forme. Prends l'exemple un jour. Tu prends un appareil numérique ou un truc comme ça, et tu fais bouger ton appareil et tu regardes ce qui se passe sur ton écran. En fait, c'est un scanner ce truc-là. Oui. Donc il met un certain temps à numériser et à reproduire sur l'écran. Donc forcément, tu es toujours en retard. Et oui. Donc quand tu photographies avec ces trucs-là, tu utilises ça uniquement pour cadrer. Tu regardes, une fois que tu as cadré, tu regardes le sujet et tu déclenches en regardant le sujet, non pas ce qu'il y a sur l'écran. Et tu vas voir. Toi, tu fais ça. Mais la majorité des gens, ils sont. Ah, y regarde l'écran, oui. Ah, oui. Et là, tu seras toujours en retard. Et en plus, sans. Alors, on a vécu tous ensemble, et vous de manière professionnelle, C'est touchant. le passage, On a vécu ensemble. le passage de l'argentique au numérique. Est-ce que ça n'a pas cassé le métier? C'est la grande question de Visa à un moment donné quand on allait faire des reportages pour faire des magazines. Qu'est-ce que vous pensez, maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts, de ce passage de la photo argentique à la photo numérique? Qu'est-ce qui a disparu? Le côté alchimique peut-être de la photo, et on ne meurt plus à cause des saloperies qu'il y avait dans le pain. Le numérique, qu'est-ce que ça a apporté? Mais c'est fondamentalement différent en matière de représentation, comme quand on est passé de la peinture à la photo. Non, mais. C'est pas la du tout- représentation c'est pas du tout la du même chose. monde. Non, la peinture et la photographie, c'est pas du tout la même chose. Mais parce que là, la peinture, c'est juste au bout du doigt. Alors que la photographie, tu passes à travers du matériel, à travers la chimie, à travers de l'électronique maintenant. Mais c'est plus du tout la même Je chose. reviens avec un texte. Ah oui, oui. Et donc, c'est totalement différent. On ne peut pas dire ça. Mais moi, je trouve que l'explosion du numérique, c'est lié avec l'informatique. Et l'informatique, c'est la même, disons, la même révolution que l'écriture. C'est une mutation d'une société que l'écriture. On est passé de l'endroit où on écrivait sur des cailloux, où on se transmettait, on transmettait
les choses par la voix, alors que maintenant, on le transmet par l'image. Alors, photographie, ça vient du grec photos, écrire avec la lumière, et graphos, écrire avec la lumière. Voilà. Ils sont tous partis là. Non, ils se cassent, non, mais si ça t'emmerde, Jean, tu le dis, Il a compris. Mais Là, je suis. Donc, moi je voudrais que tu me parles d'une photo à côté de laquelle j'ai travaillé pendant quelques années, que tu as dans ton bureau. Je vais. Tu sais qu'on t'entend, Jean. Et là. qu'est-ce que j'ai? Tu coupes un peu de temps. Non, non, Je c'est... vais sur le. Tu fais du direct. Celle-là, je bouge pas. C'est Bravo. comme des fils. Et donc, Quelle photo? La photo on annonce à des gens que c'est la fin de la Yougoslavie. Oui, mais il bouge. Ah, ça, c'est pas une photo à moi, c'est Oui, une photo mais de Zachman. c'est un artifice d'affichage. Alors, la photo de Zachman, donc. La photo de Zachman, c'est une photo. Est-ce que c'est de l'argentique déjà ou C'est de l'argentique, ça. Ouais. Ouais, c'est de l'argentique. Donc on est en 80. C'est le jour où on annonçait aux Yougoslaves que ça allait exploser chez eux. Que ça allait. Que Tito était mort et par Non, mais que conséquent- tout allait se désintégrer dans Ouais. toute leur région. Parce que Cette photo, elle est La magnifique. Yougoslavie. C'est pour ça que je voulais revenir à cette photo, parce qu'elle dit des choses. Elle est un moment historique. Elle dit de l'humanité. Elle fixe pour l'éternité ses regards voilà, qui se demandent quel sera le prochain variant. Et quand la yougoslave. quantité de gens qui étaient sur la place, Ouais. ils étaient tous morts. D'accord. C'est ça qu'il faut se penser à ça. À cause de la guerre et à cause du temps. À cause du temps. Non, mais surtout la guerre qui était une horreur. Elle a été photographiée où dans quelle partie de la Je Yougoslavie? ne me souviens plus. Je pense que c'était quand on annonçait la déclaration du chamboulement. Voilà. de Yougoslavie. Donc il faut les regards. Il faut voir tous Mais ces toutes les regards. photos, c'est pareil, que ça soit de Marilyn Monroe ou d'une moto. C'est chaque fois, c'est Le regard de la moto. Non, c'est une émotion. Ouais. C'est une émotion. Chaque image, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand tu photographies même un verre, que ça soit Pierre ou moi qui photographions le verre, on le fera différemment. Parce que c'est le regard qui compte. C'est un regard. Et puis Même avec le même appareil photo. avec le même appareil de photo, avec le même truc, et au même endroit. C'est le moment, l'instantané, le choix de la pellicule, le choix du... Et d'ailleurs, c'est pour ça que... enfin, on va pas revenir sur la droit d'auteur, mais c'est lié un peu. Oui, si, c'est parce que chaque auteur est Très lié. Voilà. Comme disait Rakit, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc, à ce titre, les droits d'auteur, c'est hyper important. Ben, c'est la survie des artistes, c'est grâce à ça qu'ils peuvent vivre. Est-ce que les gens sont assez éduqués pour faire la différence entre ma photo, mon selfie, et une photo de Pérouse ou une Non mais photo, regarde, une photo regarde, de Parcé? t'es musicien, si Ouais. t'es musicien, tu peux pas jouer dans un concert sans que ça soit déclaré par la SACEM. Ok. La différence, elle est là. La SACEM, elle est là, elle surveille tout ce qui se passe en musique et elle touche des droits pour l'artiste, pour l'auteur, pour le créateur, pour l'interprète. Alors que le photographe n'a pas encore la conscience de se dire, si je fais une photographie, Encore maintenant ou avant oui, que vous attends, négociate je reçois des mails Ouais. de jeunes photographes qui me disent, voilà, on me commande une photo, alors surtout par les régions par exemple. Ouais, On a un photographe Les collectivités, ouais. des collectivités qui sont Terrible. en défaut, on pour les foutre en correctionnel tous les jours, les mecs des collectivités. Ils ne savent pas aussi, peut-être. Ils savent pas grand-chose. Quand j'étais président à l'UPC, on est allé à Montpellier rencontrer l'ancien patron de tous les offices de tourisme français. Et on lui dit, voilà, si demain vous ne mettez pas le nom des photographes sur les plaquettes, machin, je vous le tire encore, je vous attaque au correctionnel. Là, il s'est dit, ah merde, ça va peut-être être problématique. Alors, ça a bougé, mais aussitôt après, Il faut se battre tout le temps. il faut se battre tous les jours. Et pourquoi dans les communes, il y a un représentant de la SACEM? Dans chaque commune, il y a un représentant de la SACEM. Il n'y a pas un représentant de chaque photographe. Comment s'appelle l'organisme? La SAIF, S-A-I-F. Il faudrait qu'elle soit. Mais le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Il faut des guerriers pour combattre. Ouais. Le problème, c'est qu'en
tu fais un concert, tu as réservé tes musiciens de 8h à minuit, si tu sais minuit 5, tu as 1 heure supplémentaire. C'est tout est comme ça. Et c'est peut-être un peu chiant, parce que des fois c'est dur quand tu gères des concerts, comme moi j'ai fait des concerts pour sauver une église qu'on avait en Savoie. Là c'est bien, il venait gratos, c'est pas de problème. Mais quand tu fais un vrai concert, c'est problématique, hein. Même chez les coiffeurs. Il n'y a pas 1 heure de plus. Non, chez les coiffeurs, s'il y a de la musique, oui. il paye des mon père s'est fait avoir avec son commerce. Mais bien sûr. À Argelès, lui, il mettait la radio sous les légumes pour le dimanche. Pour faire monter les carottes. Mais maintenant, un le type. problème, c'est avec les enceintes Bluetooth. Moi, je vais chez les kinés, il y a de la musique en Bluetooth, bien sûr, qui est Spotify, etc. Oui, mais peut-être que Spotify paie. Je pense que quand il a acheté son contrat pour Spotify, il paye le droit d'auteur. Dans la location, il peut y avoir. Pour vous donner un exemple, quand vous achetez une ramette de papier blanche, vous savez que vous payez une taxe sur le droit de copier. C'est-à-dire que chaque feuille de papier que tu mets dans ton imprimante, il y a déjà une petite taxe. Il y a un droit d'auteur qui va dans une caisse où la safe fait partie. Et grâce à ça, on a réussi à trouver les moyens de gérer cet organisme. Ça s'appelle le droit de copier. Tu le savais, ça? Oui, mais là c'était jusqu'aux années, je sais pas. Non, mais tous les jours, même maintenant. Oui, ça existe encore, mais il y a eu une période, je dirais, très combative sur les problèmes de photocopie. Tu sais. Et les types disaient, en photocopie, les mecs passent leur temps à copier. Moi, au lycée, à la salle de photocopie, il y avait alto photocopiage. Il y avait déjà ça. Ah oui, mais les 15 dernières communistes, toi. Non, dans le lycée où je travaillais. Non, mais c'est des trucs du gouvernement. Bien sûr. On met dans les salles des lycées, dans les salles de photocopie. Photocopiage. Parce que c'est un enjeu énorme dans les écoles. Parce que les mecs qui reproduisent les livres, bien sûr, ils n'ont pas les droits. Je reviens parce que non, c'est intéressant. C'est Brassailles, écrit en 32. Georges Brassailles. Non, c'est joli. Non, c'est joli ton écriture. Non, c'était un recueil de belles citations. Donc pour la question, la différence entre photographie et peinture. Mais là, tout est dit. Alors, il faut voir que lui, il avait, parce qu'au départ, il s'intéressait à tout. Il s'intéressait pas ça, en 1928. Oui, mais c'était encore l'époque où il y a tous les mouvements. Plus dans 52, tu te rends compte. Mais parce que lui, il avait connu tous les batailles entre les modernes, les mouvements pictorialistes, etc., etc. Bon, il y a, donc je cite, il y a une différence fondamentale entre photographie et peinture. L'une constate, l'autre crée. L'une est un document et reste un document, même s'il est dépourvu de tout intérêt général. L'autre est basé entièrement sur la personnalité et tout s'écroule en un amas de belles matières massacrées si celle-ci fait défaut. Comment pouvait-on parler de rivalité entre les deux? La peinture photographique et la photographie picturale sont seules rivales. C'était l'époque où, après des mouvements qui étaient très très maniérés, charnière 19-20e, jusqu'en 14, il y avait des mouvements où les photographes avaient besoin de se faire reconnaître comme des vrais artistes en faisant des images très très maniérées, etc. Avec les ondes portées, la gomme pichromatée, tous ces machins-là. Et il y avait un courant moderne, déjà, depuis longtemps. Dans la peinture, il y a eu des collages de photos aussi. Ouais, il y avait ça aussi. Oui. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, le débat qui existait à ce moment-là, à travers des outils qu'on disait déjà modernes, parce que la photographie, qu'on appellerait une photographie dite, entre guillemets, pure, c'est-à-dire photographie argentique, tirée à l'agrandisseur, sans bricolage, était en train de s'installer justement face à ces démarches maniérées. Mais le débat aborde ces deux démarches photographiques, soit un photographe par exemple connu qu'on appelle Janadje, ou je sais pas, on pourrait dire, voilà. Ou alors en Allemagne, August Sander, des gens comme ça, qui avaient des démarches très droites, sans bricolage, tout ça. Bon. Et puis,
et puis donc des modernes, en quelque sorte, vraiment des modernes. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve un peu les mêmes démarches, puisque dans tous les types de photos qu'on voit aujourd'hui, d'abord, il y a beaucoup de démarches très très passéistes, des gens qui se remettent à utiliser des trucs, des bricolages, des filtres, des machins compliqués, des bricolages, toutes sortes de trucs. Et donc, même dans l'outil très moderne, dit numérique, digital, comme on veut, il existe des démarches maniéristes. Donc le débat, il reste. Soit de se concentrer sur ce qu'est, je dirais, l'essence un peu d'un procédé, ou de toujours la tentation de verser vers des artifices, des machins, etc. Sur les téléphones, il y a des tas de... C'est pour ça qu'ils ont abandonné UPC, avec le mot créatif pour autre chose. Je sais pas. Insister sur le créatif Non, par rapport à ce que dit Brassailles, c'est intéressant de ne pas trop mettre l'accent sur le créatif. Eux, UPP, c'est professionnel. Oui, parce que c'était le côté professionnel. Ouais. Alors que moi, quand on était à la NPPM, tout ça, c'était quand même... Nous, on était des photographes où on était des gens qui travaillaient sur des budgets assez importants. Et donc, on avait une certaine... disons, nos prix de photo étaient importants aussi. Il y avait beaucoup de photographes qui étaient des gens qui travaillaient un petit peu comme ça, la petite semaine. Et donc il y avait, nous on voulait être plutôt créateurs, alors qu'on était professionnels. Nous on voulait être créateurs, alors que là maintenant ils veulent être professionnels tout court. Voilà, parce qu'il y a tellement, la photo amateur a tellement envahi le monde que oui, mais je comprends que le drapeau. Mais ça n'empêche pas, il y a toujours des mauvais photographes professionnels et des bons photographes professionnels. Alors, tant que je vous ai là, la question s'adresse aussi à Jean, comme ça il a eu le temps d'y réfléchir. Une photo préférée de tous les trois? Enfin, pas de tous les trois en même temps, chacun votre photo préférée. Moi, je ne parle pas de photographe préféré, moi je parle d'un photographe. Pas photographe, une image. Il y a un seul en photographe pour moi qui existe, qui est vraiment un très grand créateur, c'était Guy Bourdin. Guy Bourdin, avec qui, dont tu fais les lettres. Non, mais on passe à... Mais pour moi, c'était un auteur qui était à la limite du peintre, c'est-à-dire que là, il avait pratiquement... il s'approchait de la peinture. On retourne sur... Oui, on revient là-dessus. Voilà. Parce que quand il faisait sa photo d'un carré de piscine bleu, avec une bordure de ciment et juste 2 chaussures rouges... C'était Mondrian. Non, il y a une aptitude à... Non, mais c'est le côté un petit peu ésotérique. C'est pas Dali, mais c'est ça. Et puis il y avait, comment s'appelait ce peintre suisse qui faisait des photos de nymphètes. Ah oui. Avec des chats. Tu veux dire? Peintre avec des chats. Balthus. Guy était aussi peintre. Hein, et quand il peignait, moi je sais que j'ai une peinture chez lui. De chez moi, qui est limite Balthus, mais il a fait avant Balthus. Et c'était une descente d'escalier, et puis il y a une jeune fille qui monte, tu vois, avec, on voit la limite de la culotte, et puis il y a quelqu'un qui est en dessous qui regarde, tu vois. C'est limite, mais c'est du Balthus. Oui, c'est pervers, tu veux dire. Non, c'est Balthus. Mais maintenant, il ne peut plus faire ça, Balthus. D'ailleurs, il a failli avoir des emmerdes. Ah oui. Mais, comme David Hamilton. C'est comme Irina Ionesco. Irina Ionesco, ou comme, comment s'appelle-t-il, celui qui faisait que les photos de pervers. Je dirais bien Helmut Newton, mais elles étaient... Non, pas Newton, tu sais... Il est majeur vacciné. C'est celui qui se vend quand même en galerie en ce moment, quand même. C'est pas Newton. Je deviens vieux con et il fait pas des pervers. Hein? Newton, il fait pas des pervers. Non, des trucs comme ça. Mais c'est pas son truc. Non, c'était des gentillets. Moi, je trouvais que c'était gentillet. Il faisait des belles femmes. Un truc un peu sadomaso quand même. Un peu limite quelquefois. Peut-être limite, ouais, mais parce qu'il a. C'est pas le japonais, Mio Araki. Ah non, c'est Araki, c'est fantastique.
Araki, c'est un art du ficelage. Il n'y a pas que, mais Il n'y a pas que ça. notamment, Il n'y a pas que ça. il y a Ah, c'est comment ça s'appelle génial. En anglais, c'est bon. J'avais le nom en japonais qui m'échappe. Mais bon, passons. Ta photo Ma photo. préférée. Ah, photo Là, il préférée. n'écoute pas quand on cause, lui. Et Photo, l'auteur. T'as le droit de dire que c'est toi ton photographe préféré. Ah non, photo préférée. Ou alors on tu n'en a dis, pas une parce que ça c'est comme pour les poésies ou la musique, ça change en fonction des années qui passent. Ouais. Je dirais, voilà, donc il y a pas, c'est pas pour toute la vie une seule J'ai image. parlé d'un photographe. Moi, Oui, j'ai pas- il y a plus des personnes avec lesquelles on est un peu il y a des affinités, quoi. Hein. Je sais pas, je dirais peut-être l'image de Cartès, tu sais, chez Mondrian. Tu vois cette photo, ça te dit pas ça? Non, mais Alors j'invite tout le monde. Ça s'écrit comment Cartès, Kertesz. Il est hongrois et Cartès, ça fait partie de ces photographes qui sont venus vivre à Paris. Ça a beaucoup compté dans l'histoire de Cartier-Bresson. Tout ça, c'est tous ces gens qui ont beaucoup amené leur culture graphique. Chez Mondrian, tu tapes Cartès, chez Mondrian. C'est une image très sobre. L'escalier, c'est Ah, ça là, avec voilà. Ben, montre-la à la caméra. C'est impressionnant, C'est effectivement. une très très belle photo. C'est une photo que tu pourrais prendre. Voilà. C'était- D'accord. c'est- Ah c'est- oui. ça t'emmène. Tu aimerais être présent là. Tu vois, c'est le type de photo. C'est d'amour selon Clémenceau, c'est bon quand on monte l'escalier. C'est une construction géométrique. C'est extrêmement. C'est une ombre et lumière. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de parallèles. Oui, mais chez Cartès, tout est très construit comme ça. Mais c'est d'ailleurs, je pense que ça a beaucoup compté dans l'approche de Ah, c'est Cartier-Bresson, au centre, la c'est au géométrie, tout ça. centre. Tout est composé, tout est très très très. Tu sais, il y a des grands débats il y a toujours eu un grand débat sur la photo. Ce qui prime, est-ce que c'est la lumière ou le sujet ou la géométrie? En fait, là, il y C'est a un tout. mélange Il y a de tout, tout, en comme fait. dans les bons Il y a cocktails. tout. Comme l'Arabica et la Robusta font le bon café. C'est une bonne photo, Voilà. c'est une bonne photo. Mais qu'est-ce que c'est Ah, qu'une bravo, bonne un bon chasseur. Qu'est-ce que c'est un c'est bon chasseur, Qu'est-ce comme que diraient c'est les qu'une bonne Apprentis. photo Qu'est-ce que c'est par rapport à toi? Non, c'est chez Oui, mais des Cartès, fois c'est vraiment raté, donc au-delà du par Mais rapport oui, à mais, moi. non, mais ça tout est n'empêche pas. superbe. Tout est superbe chez Cartès. Non, mais montre, profite de montrer à la caméra. Après, Non, mais T'as même- t'as qu'à faire un montage et tu mets. Non, mais Après, c'est intéressant. je- Il existe une autre photo du même genre que tu trouves chez, comment il s'appelle zut, l'américain qui faisait toujours des photos très très frontales. Tu vois, d'une ferme aux États-Unis là pendant la dépression. Bon, bref, j'oublie son nom maintenant. Et ce sont des images qui t'emmènent dans des lieux qui sont des lieux très ordinaires. Et tu te trouves un peu. Smith. Non, pas Smith. Non, comment. Smith, ce que j'aime beaucoup dans Eugene Smith, c'est ce côté, une espèce de côté un peu, une certaine mystique, enfin, si tu veux, C'était le jeune drame. forme, c'était le jeune forme du paysage. Attends. Mais tu pourras le dire. Walker en Evans. posteriori. Walker. Evans, C'est ça. Evans. Evans. Si tu tapes Evans, il y a une photographie prise. Tu tapes Evans sur ta machine et tu vois, il y a une photographie comme ça dans une ferme et qui Comment tu ça vas voir s'écrit, son nom EVANS. EVANS, Ouais. Evans. Evans. Et tu mets Walker avant si tu veux, mais comme tu veux. Et Et tu vas la voir. scène, c'est quoi? Tu vas voir, la photo elle va forcément Non, il y apparaître. a des milliards d'Evans. Non, Il s'appelle Peter? Tu mets photographe, tu vas voir. Photographe. Et on est un peu dans cet esprit-là d'images qui t'emmènent comme ça. Je sais pas. Non, il y a les portraits, il y a tous les portraits. Ouais, il y a tous les portraits, Ah ça. ouais, ça c'est connu. Ouais. Ouais. Ça c'est Steinbeck. La montre. Mais il y a une image prise dans Rapproche. dans une maison qui a dû être, je sais pas si elle est abandonnée. Ok, bon. Tu le montreras. Il y a une photo là que tu vas te voir qui est avec, il y a une serviette qui pend là. Là voilà. Voilà. Ah ouais, c'est la même chose. C'est le copier-coller de Cartès. Et tu vois, Non, ces photos-là, ça, c'est- ça a une force incroyable. C'est bon, c'est ton. C'est un peu ton maître, c'est un peu ton, Oui, c'est un peu ta patte. C'est des gens, je trouve, ce sont des images très sombres. C'est objet inanimé avec vous. Ouais, il y a ça. Il y a peut-être, il y a peut-être du, comment il s'appelle, du Proust, je sais rien trop là-dedans. Oui, tu peux mettre ce que tu veux. Ah ouais. Tu voyages là-dedans. C'est tout un roman. Farmer's Kitchen. Ça s'appelle. Mais c'est un roman. Et la photo, je pense que dans le langage photographique, il y a cette dimension. Une image, une photo, ça marche comme un roman. C'est-à-dire que tu es devant une image et tout d'un coup, tu rentres dans l'histoire.
et c'est toi qui écris la suite. Et je pense qu'il y a cette dimension-là dans la photographie enfin, ce que j'aime. Ce qui rejoint la peinture et la photographie, c'est la construction de l'image. C'est-à-dire que quand un peintre construit une image, il y a un sens, il y a un sens de lecture, il faut prendre le sujet et tu fais partir le regard et tu le fais revenir au même point. C'est-à-dire que tu as une espèce d'organisation, tu vois. Mais la photographie, c'est pareil, c'est pratiquement pareil dans la même. C'est pareil à la différence près que c'est ce que écrit Brassailles dans la peinture, c'est toi qui le crée, tu le mets en œuvre, alors que dans la photographie, tu es un passant. Et donc c'est pour ça que l'enseignement de la photographie devrait être, pour toutes les personnes qui veulent un peu s'instruire de ça, c'est un enseignement à la contemplation. C'est-à-dire que tu passes dans n'importe quel lieu et ça devrait encourager dans cette démarche contemplative à se dire « Ah, mais ça c'est magnifique, mais j'ai plus rien, c'est m'est offert complètement. Je n'ai aucune, comment dire ça, je ne peux revendiquer aucune ingéniosité quant à la façon dont ces choses se sont placées, la lumière qui tombe sur cette feuille, je ne sais pas. Mais quand même. Il parle de constat. Pardon? C'est pour ça qu'il parle de constat. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais je l'ai constaté. Mais c'est vrai qu'il y a une différence quand même, c'est que dans la photographie, tu pars jamais d'une page blanche. Alors que quand tu peins, tu pars d'un tableau vide. C'est toi qui crée. Oui. Hier, j'étais à Gérone. Alors après, tu peux créer. Oui. Mais bon. Hier, j'étais à Gérone et ça m'a rappelé une photographie sans appareil. Il y a des années de ça, j'étais à l'imprimerie et on devait imprimer un document en couleur. Et tu sais, en offset, comment ça marche? Tu mélanges des encres. Et l'ouvrier offset est en train de mélanger ses encres. Donc on mélangeait, on était à Gérone, et on mélangeait les encres, et avec sa spatule, il mélangeait du rouge, du jaune, enfin du sang et or, si tu veux, sur sa spatule, comme ça, il mélangeait tout ça. Donc voilà, et il mélangeait sur ça. Alors tu mélanges comme ça, parce que tu mélanges tout, et parce que ça, c'est cette encre-là qui sera utilisée ensuite. Bon. Et il y avait ça, donc une grande page blanche, il touillait ces trucs comme ça, et il disait, stop, attends, arrête, ce truc-là, bouge plus, touche plus rien. T'as photographié. J'ai photographié ce truc-là. Et bon, donc si tu veux, et alors, j'ai gardé ça, et j'ai gardé cette photo, et j'ai gardé, j'ai gardé l'original, j'ai vu comment, j'ai dû leur demander de refaire un autre après, je ne sais pas trop quoi. Bon, j'ai gardé ce truc-là, qui est à l'atelier là-bas. Et donc, quelques années plus tard, la fille des patrons d'entreprise, un jour, je lui dis, tiens, un jour je te ferai un... Donc j'ai reproduit ça, et je lui ai fait un grand format de ce truc. Bon. Et hier, j'étais à l'imprimerie, elle me dit, ah tiens, viens voir le machin. Et dans son bureau, elle avait mis le truc en grand. En fait, c'est une photographie sans appareil. Ça veut dire que cet homme, il travaillait, il faisait son mélange, etc. Je n'ai aucun mérite, c'est lui qui l'a fait. Voilà. Simplement, je me suis rendu compte que c'était intéressant. C'est complètement abstrait, mais il y a un mélange de couleurs, c'est absolument magnifique. Et je me suis rendu compte que ça c'était intéressant. Et j'ai gardé ce truc-là. J'aurais bien aimé le voir avant de partir, ça. Ah ben on va le voir si tu veux. Ouais. Oui. Si c'est possible. Oui, il est toujours là, il est contre un mur pour que l'encre ne perde pas en densité. Et voilà. Et donc c'est une photographie sans appareil. J'ai fait le constat que c'était intéressant. Et de fait, je trouve que, et si elle l'a mis dans son bureau, c'est qu'effectivement, l'image en elle-même, elle est harmonieuse. Le piment de Weston. Oui, c'est un piment. Mais il est le seul piment. Oui, et personne n'a fait. Il n'y aura jamais d'autres piments pareils. Oui. On peut le voir avant que je parte comme ça. Ouais, si tu veux. Parce que tu m'as donné reste comme ça, je te parle, le temps que tu viennes chercher. Non, mais attends, moi je vais pas rester tout seul. Non, mais tu restes tout seul, je suis là. Tu viens avec ton truc, c'est bien. C'est fatigant. Mais oui, mais c'est fait. Quelqu'un de jeune et d'habile pour. J'espère que je le retrouverai. Attention. Si je le retrouve pas, tant pis. Attention, ça va tomber parce qu'il. On peut le tenir. Voilà. Avant, c'était des grosses caméras, c'est ouais. ça, pour moi, ça risquait pas de tomber. Ah ouais. Ah, mais il filme. J'ai réussi à la rallumer. C'est comme le sexe. C'est-à-dire. Ça marche bien. C'est dingue ce truc. Parce que j'ose pas toucher ces trucs-là, moi. Ça, c'est la reste. Je te suis. Tu refermes la porte, comme ça, je garde la chaleur. Ouais. Regarde, il y a le beau mimosa en fleurs.
Et alors l'odeur, Regarde, nice. c'est beau comme ça. Dieu qui sont chauds en ce moment. Ah, Dieu qui sont chauds. Ah oui, c'est bon. Ah, les mimosas en ce moment, c'est une odeur. C'est étonnant parce que l'odeur du mimosa, alors cette période, c'est un peu un rappel de Noël. Oui. Tu sais, c'est amusant. Tu retrouves un peu le. Ah, ils ont bien travaillé. Ouais, ils ont vraiment bien travaillé. On peut l'arrêter ton truc? Ah! Terminé. Je veux pas. Voilà, c'est. Mais non.